Buenos días. Je vais parler en français parce que les deux seuls mots d'espagnol que je connais, je viens de les dire. Donc permettez-moi en commençant, de dire tout le plaisir que j'ai à me trouver ici ce matin à Mexico pour évoquer une question qui m'intéresse depuis longtemps, qui est celle des effets possibles du changement climatique sur l'épidémiologie des maladies à vecteurs. C'est une question qui est très à la mode, qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Et comme toujours, quand on parle beaucoup, vous savez, assez souvent, on est amené à raconter des inexactitudes. Peut-être connaissez-vous Héraclite d'Éphèse, qui est un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui avait un caractère épouvantable et qui disait toujours des choses qui étaient incompréhensibles de ses contemporains, mais parmi ces rares écrits qui nous soient parvenus, excusez-moi, il y en est un qui illustre bien, je trouve, notre propos, qui est la phrase qui est inscrite ici: « Rien n'est permanent hormis le changement ». Autrement dit, le monde change. Il en est ainsi en particulier du climat. Le climat a toujours changé, bien entendu, et l'homme a déjà connu plusieurs changements du climat. Et le phénomène qui nous concerne aujourd'hui est un peu particulier, mais sa réalité n'est plus guère contestée aujourd'hui, donc ce n'est pas réellement nouveau. Néanmoins, le bouleversement climatique a commencé. Et on ignore son ampleur, on ignore sa durée, ce qui est préoccupant. Ceci inquiète les scientifiques, ceci inquiète les décideurs, et relayé et volontiers amplifié, il faut le dire, par les médias, ceci finit par inquiéter tout le monde. Donc les spéculations vont bon train sur les conséquences possibles, notamment sanitaires, du changement climatique, et on nous annonce tous les jours des scénarios apocalyptiques. Et comme la crédulité humaine fait que ces apocalypses sont toujours volontiers crus, et les propos rassurants, au contraire, paraissent toujours suspects. Un mot sur cette évolution du climat dans l'optique, bien entendu, de l'épidémiologiste. Même si les mécanismes qui sont très complexes sont encore discutés, on évoque le plus souvent une augmentation de la température. Mais ce qu'on oublie de dire en général, c'est de quelle température il s'agit. S'agit-il de la température diurne ou de la température nocturne? Ça n'a pas du tout les mêmes conséquences, notamment pour ce qui est des maladies à vecteurs. S'agit-il des températures maximales qui augmentent ou des températures minimales? S'agit-il des températures de l'hiver ou des températures de l'été? Va-t-on vers des étés caniculaires ou vers des hivers doux? Tout ceci n'aura pas du tout les mêmes conséquences. Et puis et surtout, la température est très loin d'être le seul facteur concerné. En zone intertropicale, par exemple, ce sont surtout les changements dans les précipitations qui retiennent l'attention. C'est pourquoi je crois qu'il faut plutôt parler de changement climatique plutôt que de réchauffement, global warming, etc., ce qui laisse sous-entendre que seule la température est à prendre en compte. Ce n'est pas du tout le cas. Et ça montre bien justement le caractère très approximatif de beaucoup d'analyses qui ne prennent en compte que la température. Quoi qu'il en soit, ce phénomène aura évidemment des répercussions importantes, profondes, dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine de la santé et des maladies infectieuses. Alors, pour le médecin, quelle approche adopter? Le problème est difficile pour des quantités de raisons. J'en ai retenu 3 qui me paraissent principales. Tout d'abord, les incertitudes partielles, incertitudes tout de même, des prévisions des climatologues quant à la rapidité, la durée, l'amplitude du phénomène. Ce n'est pas du tout une critique contre les climatologues, bien entendu, c'est une science très difficile qui a fait beaucoup de progrès ces dernières années, mais enfin, il faut bien reconnaître qu'ils nous proposent des scénarios qui sont très variables, les uns très différents les uns des autres. C'est un peu embêtant, évidemment, parce que c'est sur les prévisions des climatologues que les épidémiologistes vont fonder leurs propres prévisions.
Donc il y a déjà là une incertitude importante. Un deuxième facteur, c'est notre méconnaissance très générale en matière d'écologie et en matière d'épidémiologie. On comprend encore très mal comment fonctionnent ces systèmes dans la nature. Et enfin, il y a l'impossibilité d'expérimenter en vraie grandeur. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre une région du globe, dire on va changer le climat, puis on va voir ce que ça donne. Heureusement d'ailleurs qu'on ne peut pas faire ça. Alors on fait des quantités d'expériences en laboratoire, dans des cabinets dont on contrôle, où on fait varier la température, l'humidité, etc. C'est bien, c'est très bien, il faut le faire, bien entendu, mais nous sommes très très loin des conditions de la nature. Alors pour ce qui est des maladies à transmission vectorielle, il est nécessaire de revenir au schéma classique d'un système épidémiologique où on voit un agent infectieux. Je ne dis pas un agent pathogène, parce qu'un agent infectieux, il est pathogène pour certains, pas pathogène pour d'autres, etc. Mais un agent infectieux qui circule dans les conditions de la nature, parmi un certain nombre d'espèces de vertébrés et par l'intermédiaire d'un certain nombre d'espèces de vecteurs. Un tel système est déjà en lui-même une somme de complexité. Ce sont des systèmes qui doivent s'ajuster en permanence aux variations de l'environnement. Alors si maintenant nous introduisons dans ce système une variation des conditions climatiques, eh bien ce qu'on va observer, c'est une espèce de déstabilisation de ce système épidémiologique par des effets directs et indirects sur, d'une part, les trois composants du système, c'est-à-dire l'agent infectieux, où les souches les mieux adaptées à ce nouvel environnement vont se trouver sélectionnées, c'est-à-dire les vertébrés, où on va voir des variations dans leur distribution, dans leur densité, dans la dynamique de leur population, dans leur comportement, dans la génétique de leur population. Et cela va affecter aussi les arthropodes vecteurs, là encore, dans leur distribution, dans leur densité, dans leur dynamique de population, dans leur longévité, dans la fréquence des repas sanguins, dans la production d'œufs, dans la longueur du développement préimaginal, dans la génétique de leur population, etc. Donc, chacun de ces trois éléments va déjà répondre indépendamment, pour son propre compte, indépendamment les uns des autres, avec des effets souvent différents d'un vecteur à l'autre. Certains vont se trouver favorisés, d'autres vont se trouver au contraire défavorisés, etc. D'une façon générale, on peut dire aussi qu'on aura probablement relativement peu d'effets sur tous les vecteurs qui sont endophiles, c'est-à-dire qui vivent dans nos maisons, par exemple, ou les étables, les écuries, etc., ou qui vivent dans des terriers de rongeurs, qui sont donc moins exposés aux variations de l'environnement. Mais le changement climatique va aussi intervenir dans les relations que ces trois éléments du système peuvent avoir entre eux. Donc sur le fonctionnement des systèmes parasites-vecteurs, le mot parasite étant pris dans son sens le plus large. C'est-à-dire qu'on va avoir des différences dans les contacts écologiques entre populations. En épidémiologie, tout est une question de contact écologique. Dans le développement des agents infectieux à l'intérieur de leurs hôtes, et en particulier dans l'organisme du vecteur, avec des variations dans l'incubation extrinsèque, c'est-à-dire le temps de développement de l'agent infectieux dans le vecteur, peut-être dans les possibilités de transmission verticale d'une génération à l'autre chez le vecteur. Tout ceci va entraîner des modifications dans le système épidémiologique, probablement de nouveaux cycles de transmission et en tout cas de nouveaux risques épidémiologiques. Alors, au niveau des maladies elles-mêmes, eh bien, ce que l'on risque d'observer, ce sont d'abord des changements dans la distribution géographique des endémies. Mais attention, dans les deux sens. Le plus souvent, quand on parle de changement des zones d'endémie, on dit toujours « Ah, ça va s'étendre ».
Les épidémies vont gagner des zones où les endémies vont gagner des zones où elles n'existaient pas, etc. Peut-être, mais il y a aussi des maladies qui vont régresser, qui vont disparaître de certaines régions qui ne leur seront plus favorables. Donc c'est dans les deux sens qu'il faut voir ça. Sans doute aussi des changements dans la marche des épidémies, dans les risques d'émergence. On va observer sans doute des changements dans la saisonnalité de transmission, et cela peut avoir des effets sur l'immunité dans les populations. Et enfin, des changements dans les intensités de transmission, avec des effets sur l'incidence, le nombre de cas de la maladie, et aussi sur l'immunité dans les populations. Donc les effets complexes sur tous ces paramètres vont pouvoir, dans certains cas, se potentialiser, dans d'autres cas, se contrebalancer, au moins partiellement, avec des conséquences positives ou négatives sur la transmission. Donc des effets qui vont être variables selon les maladies et pour une même maladie variables selon les régions. De plus, bien entendu, à ces facteurs climatiques s'ajoutent de nombreux facteurs non climatiques et il est très difficile de faire la part des choses, d'attribuer la responsabilité à tel ou tel, d'autant plus que tous ces facteurs interagissent les uns avec les autres. Nous sommes encore très loin de comprendre ces phénomènes qui résultent de combinaisons aussi complexes qui mettent en jeu simultanément un si grand nombre de variables. En fait, c'est vouloir résoudre une équation à 100 unités, à 100 inconnus, et on est encore très loin de pouvoir y arriver. Donc, les prédictions que l'on peut faire, on peut en faire, il faut en faire, je dirais, mais il ne faut quand même pas perdre de vue que ce sont des prédictions qui sont conjecturales, qui sont aléatoires, et les spéculations sont souvent très hasardeuses dans ce domaine. Et d'ailleurs, dans ce contexte d'incertitude où nous nous trouvons, force est d'observer que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord entre eux. On constate que les publications scientifiques sont souvent discordantes et parfois, assez souvent, empreintes d'un certain catastrophisme. Et je crois qu'il nous faut surtout prendre garde de ne pas tout mettre sur le dos du changement climatique, tout ce qu'on ne sait pas expliquer. Très souvent, le climat est accusé à tort. Vous savez, il arrive un événement épidémiologique, que ce soit une émergence, que ce soit un changement dans l'épidémiologie d'une maladie, et aussitôt, sans même avoir pris la peine d'étudier réellement, sérieusement l'affaire, on dit « Oh, c'est le changement climatique ». Bon, je veux bien, c'est possible, mais encore faudrait-il avoir un minimum d'arguments à avancer pour qu'on puisse réellement y croire. Et il y a énormément de maladies où, ici ou là, on accuse le changement climatique quand il y a une modification quelconque, que ce soit en termes de paludisme, d'infection à chikungunya, d'infection à virus West Nile, de maladies de Lyme, de dengue, etc. Alors, me direz-vous, mais avons-nous déjà, aujourd'hui, de bons exemples d'influence du changement climatique? Bien, écoutez, on n'a pas de preuves, à ma connaissance. On n'a pas de preuves formelles, mais pour un certain nombre de cas, on a des soupçons qui sont plus ou moins forts. J'en ai indiqué quelques-uns ici. Le cas de la leishmaniose canine et des phlébotomes qui la transmettent en Europe, qui gagnent du terrain vers le sud de l'Allemagne, vers la Suisse, vers la France un peu plus au nord qu'habituellement, par exemple. On a la fièvre catarrhale ovine, qui est arrivée dans le sud de l'Europe, dans le bassin méditerranéen, à partir de 1999, avec son vecteur, Culicoides imicola, un bon vecteur africain de cette maladie. La fièvre de la vallée du Rift, en Afrique de l'Est, dont on sait que les émergences sont liées à des fortes pluies et que ces fortes pluies coïncident avec une augmentation de la température de l'eau de l'océan Indien.
On a aussi le cas de l'encéphalite à tic en Europe et en Asie, en Eurasie, disons, qui, semble-t-il, en tout cas les modèles nous le montrent bien, est en train de remonter vers le nord et vers l'est, gagnant et s'établissant nettement en Scandinavie, par exemple, alors que très probablement, elle va progressivement se raréfier, voire disparaître des zones les plus au sud de climat actuellement méditerranéen, par exemple. On a aussi des régressions de paludisme en Afrique de l'Ouest, dans la région du Sahel d'Afrique de l'Ouest, à cause des modifications climatiques sous forme de sécheresse qui ont fait disparaître certains vecteurs, et en particulier Anopheles funestus. On a aussi la fièvre récurrente à Borrelia crossidurae en Afrique de l'Ouest, qu'on a vu descendre beaucoup plus vers le sud qu'autrefois, mais en libérant des zones au nord. Bref, on a un certain nombre de maladies pour lesquelles beaucoup de facteurs interviennent, mais très probablement, dans ces cas-là, des facteurs d'ordre climatique. Ces exemples sont plus ou moins convaincants, tous sont discutables, il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu, ce sont des situations assez complexes. Mais ceci dit, on ne peut pas se contenter d'essayer d'expliquer a posteriori ce que nous observons. Il nous faut tenter d'anticiper. Alors c'est toujours un peu difficile et aléatoire de vouloir écrire l'histoire du futur. Manifestement, devant des systèmes aussi complexes, on ne peut pas faire de prévisions sérieuses en se contentant de regarder l'aiguille d'un thermomètre dans une petite caisse, dans une station météorologique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le climat est un facteur parmi d'autres, et ceci conduit, je crois, à la nécessité d'une approche de naturaliste pour comprendre le fonctionnement de ces systèmes épidémiologiques. Malheureusement, depuis quelque temps déjà, les médecins et même les épidémiologistes ne sont plus des naturalistes. Donc, nous pouvons dire que sur ces systèmes épidémiologiques qui sont manifestement climato-sensibles, il y a des risques, que ces risques sont très difficiles à évaluer, même avec les modèles mathématiques que nous construisons aujourd'hui, qui tentent plus ou moins de prendre en compte les facteurs démographiques ou les facteurs socio-économiques. Mais ces modèles, de toute façon, nous conduisent à des probabilités, à définir des risques. Et un risque, par définition, ce n'est pas une certitude. Alors, comment raisonner? Je crois que la première des choses, et c'est très important, c'est de rejeter tous les raisonnements qui sont superficiels, qui sont simplistes. Par exemple, on entend dire l'augmentation d'une température, ça va introduire un vecteur. Et automatiquement, ça va introduire une maladie. Ben non, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ces raisonnements sont fondés en fait sur des convictions ou sur des impressions. Ça n'est pas forcément très sérieux. Les choses sont infiniment plus complexes. De toute façon, la répartition des maladies, elle diffère de la répartition de leurs vecteurs. Ça signifie qu'il existe d'autres facteurs limitants qu'on ne connaît pas toujours, loin de là. Donc c'est un premier principe, rejeter tous ces raisonnements par trop simplistes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, mais ça veut dire qu'il faut travailler, il faut les nuancer, il va falloir expliquer ça de façon beaucoup plus approfondie. La deuxième attitude, c'est de faire preuve de beaucoup de discernement, non seulement dans les prévisions, mais aussi de grande prudence dans la formulation. Il ne faut pas être trop alarmiste, et il ne faut pas non plus être trop rassurant. C'est très difficile. Il faut bien se rendre compte aussi que quand un scientifique dit que parfois tel phénomène va peut-être se produire, il y a un risque, c'est une possibilité, mais il n'affirme pas. Et le lendemain, dans la presse, au moins dans certains organes de presse, parce qu'il y a des journalistes qui sont tout à fait sérieux, eh bien on vous dit, tel scientifique a dit que ça allait se produire. Ben, non, ce n'est pas exactement ça, on dit qu'il y avait un risque. Encore une fois, un risque, ce n'est pas une certitude. Donc en règle générale, il faut s'attendre
a des effets certains, mais je crois, c'est mon opinion, qui vont être plutôt progressifs et durables, certes, sur les endémies, surtout sur ce qu'on appelle les maladies à foyer naturel, qui sont très liées à un écosystème particulier. Évidemment, si l'écosystème se modifie, le foyer en question va se modifier. Et je pense que ce qu'on va voir surtout, c'est ce qu'on appelle des effets de frange. C'est-à-dire, sur la périphérie des zones d'endémie, là où la situation de la maladie est déjà instable, précaire, c'est là où on va voir des effets du changement climatique, probablement beaucoup plus qu'en pleine zone d'endémie, où ça ne changera pas grand-chose. Et ce qu'on va voir, c'est plutôt des déplacements d'endémie, des glissements, des maladies qui vont sans doute s'étendre dans certaines zones, mais libérer au contraire d'autres zones où elles se trouvaient auparavant. Et probablement pas, ou peu, mais je n'engage que moi, d'épidémies massives qui nous sont si souvent annoncées. Alors dès lors, que faire? C'est bien gentil tout ça, mais il faut qu'on prenne des décisions. Que faire? Il y a deux attitudes possibles. Ou bien on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on décide de subir, on feint d'ignorer le phénomène, on ne fait rien, et à mon avis là on va droit dans le mur, et vous savez que c'est un certain nombre de pays qui ont encore adopté cette attitude. Ou bien on décide de prendre conscience du problème et de réagir, de lutter pour tenter de limiter les dégâts, pour prendre les devants, tenter de s'adapter pour rendre supportables les conséquences qui seront inévitables, celles des conséquences qui sont inévitables. Et là, il va falloir faire attention parce que le phénomène que nous subissons actuellement est rapide, beaucoup plus rapide qu'on le pensait d'ailleurs au début. Ça veut dire que l'adaptation biologique, elle est trop lente, elle va être dépassée. C'est une adaptation culturelle qu'il va falloir adopter. Et puis enfin, se préparer à l'imprévu, et peut-être sans doute même à l'imprévisible. Dès lors, il y a, je crois, 5 axes prioritaires. D'abord, évidemment, lutter contre l'effet de serre. Ça dépasse le cadre de cette intervention, ça ne concerne pas directement les médecins, bien sûr, mais il faut prendre conscience du fait que même si, et ça c'est les climatologues qui nous le disent, même si par un coup de baguette magique, on arrêtait aujourd'hui, ce matin, les émissions de gaz à effet de serre, le phénomène est enclenché et l'inertie est telle que ça va continuer pendant au moins une centaine d'années. Donc ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas tout faire pour arrêter l'effet de serre, mais il ne faut pas s'attendre à des résultats rapides. Bon. Ensuite, il faut certainement augmenter, mettre en place et fortement augmenter la surveillance épidémiologique. Cette surveillance, elle doit être fiable, elle doit être sensible, rapide et permanente. Autrement dit, il faut faire du renseignement. Il faut monter une espèce d'interpol épidémiologique, connaître en permanence l'état de réceptivité des populations, estimer les compétences vectorielles des différents vecteurs, apprendre à détecter l'inhabituel, détection des cas de maladies, détection de pullulation de rongeurs, de pullulation de moustiques, etc. Et pour ça, nous avons des armes pour ça, mais l'une des armes efficaces, certainement qu'il faut encore beaucoup travailler, c'est la surveillance par satellite. Elle est de plus en plus utilisée partout pour surveiller les situations épidémiologiques. Les satellites nous permettent d'évaluer une cinquantaine, en permanence, une cinquantaine de facteurs climatologiques, biologiques, etc., qui sont tous utiles pour l'épidémiologiste. On peut dire que le satellite, aujourd'hui, c'est ce qui a remplacé le baromètre de nos parents et la grenouille de nos grands-parents. Ça permet de suivre et de savoir ce qui va arriver. Et puis, il faut insister sur la rapidité de cette détection et dans la réaction. L'idéal, évidemment, c'est l'anticipation, c'est de détecter très en amont. Une autre chose, c'est la nécessité d'une bonne communication. Faire du renseignement, c'est bien, mais il faut le diffuser rapidement. Diffuser entre organismes scientifiques, nationaux, internationaux, etc. Et aussi
en direction de la population. Nous sommes tous dans le même bateau, c'est-à-dire que la coordination internationale est absolument indispensable. Les échanges d'informations doivent circuler vite et bien. Et pour la population, eh bien, il faut avant tout éviter les rumeurs, éviter les fausses nouvelles qui sont volontiers amplifiées par les médias, nous le savons tous, et qui entraînent des comportements irrationnels. Bien sûr, renforcer la recherche pour pouvoir mettre en œuvre tout ce que je viens de vous dire, il nous faut considérablement renforcer la recherche dans tous ces domaines, et puis bien sûr la formation, puisque là aussi, pour faire tout ça, il nous faut la formation. Donc ce que nous devons avoir en tête, c'est que le changement climatique aura certainement des effets dans tous les domaines. Tout est interconnecté, qu'il y aura de grandes différences selon les régions, selon les pays. Les effets ne seront pas les mêmes pour tous. Certains y gagneront peut-être, mais beaucoup vont en pâtir. Et ça me fait évoquer une phrase que j'ai trouvée, une phrase de Jean d'Ormesson que j'ai trouvée dans un de ses livres, et qui nous dit « Quand le déluge, un phénomène climatique, hein, quand le déluge se produit et tue tous les êtres qui prospèrent sur la terre, la partialité de Dieu en faveur des poissons a quelque chose de révoltant. » Eh bien oui, tout le monde n'est pas à la même enseigne, il y en a qui vont y gagner, il y en a qui vont y perdre. Et en tout cas, Héraclite avait bien raison, tout change en permanence et de plus en plus vite. Et cela montre aussi que la question dépasse de loin, de très loin, les simples aspects médicaux. Tout est interconnecté. Toute intervention sur un facteur déclenche une cascade d'effets qui sont difficilement prévisibles et des réponses qui vont être très variables selon les pays, selon le développement, selon la politique sanitaire, selon la priorité accordée à la santé, etc., etc. Il va donc falloir faire travailler ensemble des vétérinaires, des médecins, des épidémiologistes, des écologistes, des zoologistes, par exemple des ornithologues, par exemple des primatologues, des entomologistes, des microbiologistes, et puis des agriculteurs, des spécialistes du développement, des spécialistes de l'urbanisme, de l'hydrologie, de l'agronomie tropicale, de la lutte contre les insectes, les climatologues, bien entendu, etc. Et cela à l'échelle régionale et à l'échelle mondiale. J'aime autant vous dire que ce n'est pas gagné. Mais je crois que c'est possible. Alors là, c'est très bien. Donc, je crois qu'il faut absolument arriver à la coordination des différents domaines dont je viens de parler, miser sur l'adaptabilité culturelle et miser aussi sur la volonté politique. Je suis désolé d'avoir été un peu long. Je vous remercie de votre attention.